Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal du soir en français sur Télé Liban. L'armée israélienne affirme avoir tué à Britel, dans la Mecca, un haut responsable du Hezbollah accusé de coordonner des opérations en Syrie. Hossam Qassem Ghraïem aurait dirigé depuis le Liban des cellules armées déployées en territoire syrien chargées de préparer des tirs de roquettes contre le plateau du Golan, occupé par Israël depuis 1967. Par ailleurs, plusieurs drones israéliens ont été signalés depuis l'aube survolant le Liban Sud, notamment Maïdoun, Choukine, Nabatiyeh, Kfar Tibnit et Arnoun. À Baalbek, 3 personnes recherchées par la justice ont été tuées dans des affrontements avec l'armée libanaise dans le narcotrafiquant en fuite Abou Saleh. Ali Zaïter était en cavale depuis 2022 et avait fait l'objet de plusieurs opérations de recherche et perquisition de l'armée ces dernières semaines. L'armée libanaise a lancé une vaste opération sécuritaire contre un réseau de trafiquants de drogue pourchassé depuis plusieurs années. Des tirs nourris ont retenti à l'aube dans le quartier de Charaoudé. 3 narcotrafiquants ont été tués lors de l'opération, dont Ali Zaïter, alias Abou Saleh, figure connue du narcotrafic entre la Mecca et Beyrouth. Des drones ont été utilisés pour des frappes de précision, une première dans ce type d'opération. Selon les autorités libanaises, Ali Zaïter, surnommé Abou Saleh, était à la tête d'un vaste réseau de production et de distribution de stupéfiants opérant entre la Mecca, Beyrouth et au-delà des frontières. Le raid aurait également fait plusieurs blessés. Un nom s'efface, un autre entre dans l'histoire. À Beyrouth, l'avenue menant à l'aéroport international ne s'appellera plus Hafez el-Assad, mais Ziad Rahbani, en hommage au célèbre musicien et dramaturge libanais disparu le mois dernier. Ce changement de nom, hautement symbolique, marque la fin d'une époque, celle de l'influence syrienne sur le Liban. En effet, c'était l'un des derniers vestiges visibles de l'ère syrienne au Liban. L'avenue Hafez el-Assad, axe stratégique reliant Beyrouth à son aéroport international, porte désormais un nouveau nom, Ziad Rahbani. Musicien, comédien, écrivain, Ziad Rahbani était une figure incontournable de la culture libanaise. Son décès il y a 2 semaines, à l'âge de 69 ans, a ému tout le pays. Ce geste coïncide avec une autre annonce explosive. Le gouvernement a demandé à l'armée libanaise de préparer un plan de désarmement du Hezbollah d'ici la fin de l'année. La guerre à Gaza pourrait connaître une nouvelle escalade. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que la seule issue reste une victoire totale contre le Hamas pour libérer les otages et éliminer toute menace. Une déclaration qui intervient alors que la communauté internationale, dont l'ONU et même Donald Trump, s'inquiètent de la situation humanitaire dramatique dans l'enclave. Benjamin Netanyahou persiste et signe. Il faut vaincre totalement le Hamas à Gaza, martèle-t-il depuis une base militaire avant de réunir ses chefs de la sécurité pour définir les prochaines étapes de la guerre. Objectif affiché, libérer les otages, éradiquer le Hamas et empêcher tout retour de la menace palestinienne. Selon la presse israélienne, l'armée pourrait désormais intervenir dans des zones jusque-là épargnées, y compris dans des camps de déplacés, là où des civils sont toujours massivement présents. Le président américain Donald Trump a lui-même réagi à la vidéo d'un otage israélien récemment diffusée, qualifiant les images d'horribles. Un soutien fort à Israël, mais les tensions montent aussi au Conseil de sécurité de l'ONU, réuni pour discuter spécifiquement du sort des captifs. Sur le terrain, 68 Palestiniens ont été tués, dont 56 lors de la distribution d'aide alimentaire. L'armée israélienne évoque des tirs de semonces, mais la colère enfle. À Gaza, plus de 2 millions de civils vivent sous blocus, dépendant d'une aide humanitaire devenue rare et partiellement contrôlée par Israël. Le Hamas accuse l'occupant israélien de bloquer tout cessez-le-feu, affirmant sa volonté de mettre fin à la guerre et à la famine. Selon lui, les négociations restent au point mort,
malgré des contacts continus avec les médiateurs. Même l'aide est au cœur des controverses. Des experts de l'ONU dénoncent l'instrumentalisation humanitaire de la GHF, soutenue par Israël et les États-Unis. Ils demandent sa dissolution immédiate, accusant la fondation d'être un outil géographique masqué. Alors que 49 otages sont toujours retenus à Gaza, l'opinion publique israélienne s'impatiente. La balle est dans le camp de Tel Aviv et Washington, répond le Hamas. Face à l'impasse, la communauté internationale s'inquiète. Entre pression militaire, drame humanitaire et tensions diplomatiques, Gaza semble plus que jamais au bord du point de rupture. Rencontre de la dernière chance à Moscou. L'émissaire spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, a été reçu par Vladimir Poutine pour tenter d'obtenir un arrêt de l'offensive russe en Ukraine. La pression monte à l'approche de la date limite fixée par Washington. Volodymyr Zelensky lui appelle les Occidentaux à durcir encore le temps. Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump, est venu porter un ultimatum diplomatique à Vladimir Poutine. Mettre fin à l'offensive russe en Ukraine avant vendredi ou s'exposer à de nouvelles sanctions massives. La semaine dernière, le président américain a haussé le ton, annonçant le déploiement de 2 sous-marins nucléaires et menaçant d'imposer des droits de douane secondaires aux pays commerçants avec Moscou, notamment la Chine et l'Inde. Volodymyr Zelensky presse les alliés de renforcer tous les leviers à leur disposition. Il évoque un accord en préparation avec les États-Unis sur les drones et des sanctions renforcées contre le Kremlin. Sur le terrain, des frappes de drones russes ont blessé plusieurs civils dans les régions de Zaporijjia et Kherson. En réponse, Moscou dit avoir intercepté 51 drones ukrainiens pendant la nuit. Pour soutenir Kiev, la Suède, le Danemark et la Norvège vont acheter 500 millions de dollars d'armes américaines, systèmes anti-aériens, munitions, armes anti-chars et bien d'autres. Une aide coordonnée avec l'initiative américaine PU Air All pour équiper l'Ukraine du matériel occidental. Mais les exigences russes restent inchangées. Reconnaissance de l'annexion de la Crimée, retrait ukrainien de 4 régions occupées, fin des livraisons d'armes et abandon de toute adhésion à l'OTAN. À Moscou, le Kremlin parle de menaces illégitimes, mais le temps presse. Les 10 jours accordés par Donald Trump arrivent à échéance et la diplomatie joue désormais contre la montre. Le Japon a marqué aujourd'hui un anniversaire lourd de mémoire, celui des 80 ans du bombardement atomique d'Hiroshima. Une cérémonie empreinte de gravité s'est tenue au cœur de la ville martyre en présence de représentants de plus de 100 pays. Survivants, chefs d'État et voix religieuses ont appelé d'une seule voix à un monde sans armes nucléaires dans un contexte mondial de tensions renouvelées. À 8h15 précise, le silence s'abat sur Hiroshima. 1 minute de recueillement, 80 ans jour pour jour après l'explosion nucléaire qui a ravagé la ville le 6 août 1945. Les survivants, leurs descendants et des représentants de 120 pays se sont réunis pour commémorer les 140 000 victimes. L'émotion est intacte, la mémoire vivante. Pour Tokyo, le devoir est clair. Le Japon, seul pays touché par l'arme atomique, en temps de guerre, veut aujourd'hui prendre la tête du combat pour l'élimination mondiale de ces armes. Takako Hiroma a perdu ses parents des suites de la bombe. Elle témoigne pour que l'horreur ne se répète plus jamais. Nous avons tant souffert, notre devoir est de transmettre encore et toujours. D'autres, comme Yoshi Yokoyama, incarnent cette mémoire intergénérationnelle. Mon père, ma mère, mon grand-père, tous victimes, même 80 ans après, la douleur reste. Le pape Léon XIV parle d'Hiroshima comme d'un témoin vivant de l'horreur nucléaire et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salue le courage des survivants et la résilience de la ville. Vous avez redonné espoir au monde, écrit-il. Le message est clair, universel, urgent. Abandonner les armes nucléaires avant qu'il ne soit trop tard. À Hiroshima, la paix n'a pas qu'un souvenir, elle est un combat.
Et enfin, aux Comores, les mois de juillet et d'août sont synonymes de fêtes, de traditions et d'un rituel profondément ancré dans la société, le grand mariage. Au-delà de l'union entre deux personnes, il s'agit d'un véritable passage social, d'un accomplissement familial et communautaire. De Moroni à la Réunion, entre faste et transition, immersion au cœur d'un événement unique au monde. Moroni en plein cœur de l'été. Fanions colorés, guirlandes lumineuses et chants traditionnels. La capitale comorienne vibre au rythme du grand mariage appelé aussi Anda, une cérémonie grandiose où se joue bien plus qu'une union amoureuse. Ici, le mariage religieux ne suffit pas. Le Anda consacre un statut social presque royal, surtout pour l'homme. Le grand Comorien né 2 fois, par Dieu et par le Anda, résume un professeur d'histoire. Le Majlis, un moment central, officialise la dot entre 10 et 30 pièces d'or. Un cérémonial précis transmis de génération en génération. À quelques kilomètres de là, Faïd Kassim, franco-comorien de la Réunion, s'apprête à vivre le sien. Tenue brodée de fil d'or, offrandes, chants et tambours. Tout est prêt pour honorer son épouse, Faïzat Aboubakar, et surtout ses origines. Dans une cérémonie uniquement féminine, la mariée devient notable. Sa belle-mère, Maria Hamadi, lance des billets et offre un dernier verre de lait à son fils, symbole d'un départ et d'un nouveau rôle social. Ce rite ancestral, hérité des anciens sultanats comoriens, coûte parfois jusqu'à 235 000 € dans un pays où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais ici, tout le monde peut être sultan, explique un chercheur, car au-delà du faste, c'est un acte d'appartenance et de fierté transmis avec passion aux générations futures. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.